Kawaii, un des mots de la langue japonaise les plus connus sur le globe. Il a réussi à traverser les frontières nippones et pourtant il reste intraduisible dans la grande majorité des langues occidentales. En français on parle de mignon, mais en vérité il s'agit plus d'un subtil mélange entre compassion, innocence et vulnérabilité. Le kawaii, la culture kawaii, elle est absolument partout au Japon. Tu peux juste pas passer à côté entre les mascottes ou les publicités. On essaye de tout rendre kawaii au pays du soleil levant, même ce qui ne peut pas l'être. Par exemple, on a une mascotte pour la police au Japon, où il y a toujours cette espèce d'antenne qui ressemble énormément au Bokoblin d'argent dans TOTK, mais il y a également la mascotte de la Tokyo Tower. Oui, je ne sais pas qui a suggéré cette couleur rose, mais clairement on dirait un suppôt géant. Et ne pensez pas que le phénomène de kawaïsation est propre au Japon. C'est absolument pas le cas, en commençant par Disney. Je le rappelle, au départ ils se sont inspirés des animés japonais et ont développé une forme de mignonitude à travers leurs films. Et même en France, pour les JO 2024, on a les friges. Bon, là aussi je pense qu'il aurait fallu peut-être un redesign, parce qu'on dirait vraiment... Je vais rien dire. Bref, ceci étant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Pourquoi depuis plusieurs décennies on cherche à tout rendre plus mignon, plus kawaii? Oui, on a remarqué que c'était mieux financièrement, mais pourquoi du coup c'est mieux financièrement? Eh bien en fait, c'est parce que le mignon, ça reflète une certaine image. Une image qui apaise, qui rassure, qui traduit une forme d'innocence, voire même d'une vulnérabilité. Et si le fait de transformer tout en mascotte mignonne ou de kawaïser les choses n'a rien de mal en soi, au Japon, derrière ce culte de la mignonitude, se cache dans le fond des industries plus que malsaine. Il y a autre chose qui est kawaii, il s'agit de l'ouverture du café-restaurant Maru, juste derrière moi, voilà, avec Marie et le groupe Kintaro. On a ouvert un café-restaurant, oui, en plein Paris. Nous sommes au 57 rue des Petits Champs. Il faut que je fasse visiter un petit peu, voilà, j'ai montré tout ça sur la chaîne secondaire, mais là, je vais vous montrer. Donc là vous voyez c'est le rez-de-chaussée, on a toute la partie coréenne de Marie avec les arbres, la lumière chaude, on a même une machine à torréfier le café littéralement juste à nous, parce qu'on a du vrai café en fait, c'est du vrai café qu'on a. Il y a toutes les offres coréennes de Marie comme par exemple le croffle, c'est un croissant que tu fais gaufrer, c'est incroyablement bon, vraiment littéralement j'adore ça. Et juste là vous pouvez voir il y a une partie cuisine qui est totalement apparente et c'est pour faire des temali, c'est la suggestion du chef, c'est le menu que j'ai voulu avoir parce que forcément c'est un café mais je voulais avoir une offre midi et l'offre midi il s'agit d'un menu avec des temali sushi. C'est une catégorie de nourriture japonaise qu'on ne connaît absolument pas en France et ça permet de sortir un petit peu des sushis, thon, saumon etc. pour aller sur des saveurs un petit peu différentes comme par exemple l'aubergine. L'aubergine c'est le meilleur pour moi. Et à l'étage, donc forcément c'est un peu plus japonais, un peu plus zen et il y a surtout le chef Sakayama-san. Sakayama-san, c'est un chef pâtissier, donc il fait des wagashi absolument exceptionnels. Je suis très content parce qu'il est venu du Japon expressément juste pour ça. Tout ça, ça se passe au 57 rue des Petits Champs. Je suis extrêmement fier, ça a mis énormément de temps à faire ce projet, voilà. N'hésitez pas à venir. Le kawaii au Japon, ça date de 1960, je plaisante complètement, ça date du 11e siècle. Tout du moins, c'est durant ce siècle où il apparaît pour la première fois dans l'Eudi du Genji sous la forme d'un autre mot, kaohayushi en japonais. Ça désigne un sentiment de pitié et d'empathie pour les plus faibles, comme par exemple pour les enfants. Donc au départ, désigner quelque chose comme étant kaohayushi, ce n'est pas vraiment un compliment. C'est seulement avec le temps que le mot et sa définition se contractent et se déforment pour donner le mot kawaii. La racine de ce mot a tout de même gardé son sens originel dans un autre mot de la langue japonaise, c'est kawaiso. Et je vous avoue, jusqu'à présent, je m'en étais absolument pas du tout aperçu. Parce que leur définition dans la langue japonaise d'aujourd'hui n'a rien à voir. Kawaii, du coup, c'est mignon à peu près, et kawaiso, c'est peu cher, pauvre chose. Oui, désolé, j'ai pas de meilleure traduction. Mais alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui rend quelque chose de mignon? C'est super dur à décrire quand on y pense, et même si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une grande part de subjectivité, on est tous d'accord pour dire que ça, c'est beaucoup plus mignon que ça. C'est pas pour rien qu'on a hésité entre Pikachu et Melofée pour devenir le Pokémon iconique de la licence Pocket Monsters. Et je pense pas que ce serait aujourd'hui la licence la plus lucrative du monde si à la tête d'affiche on aurait eu quelque chose comme Soporifique. C'est pour ça que pour moi, les critères, il y en a, ils existent. Ou tout du moins, il y a une base. Un visage rond, des gros yeux et un petit corps. Et cette description, ça vous rappelle rien? Oui, c'est totalement l'esthétique des personnages de manga conventionnels. Et en fait, je fais un giga raccourci en vous disant personnages de manga parce que si on regarde au tout début du manga, c'est-à-dire 1902 jusque dans les années 40, eh bien, les personnages dans les mangas n'ont absolument pas cette esthétique qu'on leur connaît aujourd'hui. Alors maintenant, la question, c'est comment on est passé de ça à ça.
Qui a fait cette découverte de mettre des gros yeux et un visage rond? Alors, on peut pas le confirmer à 100%, mais il semblerait que ce soit la personne qui ait fait ceci. Osamu Tezuka lui-même, l'auteur de Astro Boy, est l'homme considéré comme le père du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avant Astro Boy en 1952, eh bien on retrouve très rarement des personnages avec cette esthétique. Alors que après, c'est très dur de ne pas la trouver quelque part. Tout ça parce que Osamu Tezuka s'est rendu compte d'une chose. Plus il grossit les yeux de ses personnages, plus ils paraissent kawaii. Bon, en fait pour vous dire la vérité, il y a un artiste japonais, Rune Naito, qui a illustré des femmes avec un visage d'enfant et il est reconnu comme étant le pionnier dans le concept du kawaii. Mais ça reste bien Osamu Tezuka qui a eu l'idée de le transposer dans le manga. Désolé, Rune Naito. Bon, on est à la fin des années 60 et maintenant que le kawaii a envahi le milieu du manga, il est temps que les japonais l'adoptent dans leur quotidien. Imaginez, vous êtes un professeur de japonais à Tokyo en 1970. Vous êtes en train de corriger des copies et là de nulle part, vous voyez celle de Sakura-chan, elle a écrit dans un style complètement loufoque. Elle a arrondi des lettres, elle a mis des cœurs et des étoiles à la place des points sur les i, bref n'importe quoi. Puis là, vous dites bon, je prends une autre copie, Hime-chan, elle a fait la même chose. Aya-chan aussi. Toutes les filles de la classe se sont mises à écrire bizarrement. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé dans tout le Japon dans les années 70. Cette écriture c'était une manière d'écrire plus kawaii et c'était super populaire à une époque. Cette écriture elle a carrément été interdite dans certains lycées et pour une fois là je suis d'accord avec le règlement, ça rendait vraiment la chose très difficile à lire. Dans le manga ça a tout cassé, les filles adoptent carrément un style d'écriture. Il est temps que le marketing intervienne là, oh! Hello Kitty apparaît dans les années 80 comme une icône du phénomène kawaii. Le design très simple et pourtant très réfléchi. Sans bouche, on ne peut pas savoir quelle est l'expression de Hello Kitty. Avoir une icône imaginaire comme Hello Kitty c'est bien, mais ce serait bien aussi d'avoir des icônes physiques, réelles. Et mesdames et messieurs, c'est au tour des idoles de prôner le style kawaii. Ce sont des idoles comme Seiko Matsuda qui vont vraiment ancrer le kawaii dans l'idéal des jeunes filles, mais aussi de toute la population japonaise. Le kawaii ça passe bien sûr avec le comportement, voilà, pour être plus mignonne, plus simplette comme ça, mais aussi avec le style vestimentaire. Et là avec la tenue on commence à observer quelque chose, des froufrous. Tiens, tiens, tiens. Parce qu'on est passé d'un mot au manga, à de l'écriture, à du marketing, à des idoles, et maintenant on arrive au style vestimentaire. Les japonais, ou surtout les japonaises, vont littéralement porter le kawaii sur elles. Et pour ça il faut que je vous parle impérativement d'une mode bien précise. Lolita. Si vous êtes fan otaku du Japon depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Lolita. Des filles habillées en jupe bouffante et manches froufrou rappelant les poupées victoriennes ou le mouvement artistique rococo du XVIIIe siècle. La mode Lolita c'est un style vestimentaire qui est caractéristique d'un quartier de Tokyo, j'ai nommé Harajuku. Dans les années 2000, ça a été une formidable porte d'entrée à la culture japonaise pour de nombreux étrangers, comme a pu l'être ou l'est encore aujourd'hui le manga. Et comme pour les otaku, les médias français se sont bien moqués du phénomène Lolita. Dans Buffy contre les vampires, les vampires. Non, je trouve ça pas original, moi je trouve ça un peu glauque, ça peut effrayer triste, des enfants. Ouais, hein. effrayer, ouais. Aujourd'hui, un écho particulier en Europe auprès de jeunes femmes se définissant comme des princesses rock'n'roll. En fait, je pense que ce qui dérange, c'est que ce n'est pas du cosplay, c'est une mode à part entière. Un style vestimentaire du quotidien qui s'étend aussi à un style de vie avec un comportement élégant, modeste et kawaii. Enfin, ça c'était à l'époque parce que force est de constater que la mode Lolita a quasiment disparu des rues de Harajuku. Les magasins étaient principalement regroupés sur la Takeshita Dori. Et c'est précisément là que les touristes prenaient énormément en photo les filles habillées dans la mode Lolita, le plus souvent sans leur consentement. Donc la culture japonaise est beaucoup moins associée à ce style vestimentaire aujourd'hui. Et clairement de nos jours, lorsqu'on prononce le mot Lolita au Japon, ça désigne radicalement autre chose. Lolita complexe, abrégé en lolicon en japonais. Ça désigne une tendance à être attiré non pas par des femmes habillées dans la mode Lolita comme on pourrait l'imaginer, mais par des Lolitas. Et je vais vous lire la définition française de Lolita parce qu'effectivement c'est un nom commun. Très jeune fille qui suscite le désir masculin par l'image d'une féminité précoce. Attendez, je comprends pas. Pourquoi du coup les japonais utilisent le mot Lolita pour parler de fashion et pour parler de mode vestimentaire et d'un coup on parle d'attirance des messieurs pour les jeunes filles. Donc comment ça se fait que ces deux termes complètement opposés aient la même racine commune, Lolita? Est-ce qu'il y aurait un lien plus intime entre les deux? Alors pour comprendre, j'ai creusé et j'ai fini par atterrir non pas au Japon, mais surprenamment à Paris en 1955. Lolita, avant d'être un nom commun, il s'agit d'un sobriquet, un surnom que l'on donne à un prénom espagnol, Dolores. Jusqu'en 1954, c'est un surnom comme un autre, mais en 1955, tout va changer. Ça se passe lorsqu'à Paris, Vladimir Nabokov publie son livre Lolita. Lorsque le livre paraît en librairie, il fait un énorme scandale. Il est victime même de censure. Vous voulez savoir pourquoi ?
c'est parti. Humbert, à l'âge de 13 ans, tombe amoureux de Annabelle Layte, qui a le même âge que lui, son premier amour. Mais Annabelle, peu de temps après, tombe malade et finit par mourir. Ce traumatisme va vivre en Monsieur Humbert durant toute sa vie, car lui va grandir, mais son idéal féminin, non. Il rencontre alors sur sa route Dolores Hayes, 12 ans, qu'il surnomme justement Lolita. Il est éperdument amoureux d'elle et cherche par tous les moyens à se rapprocher de cette dernière, quitte même à se marier à contre-cœur avec sa mère. Celle-ci, le jour où elle découvre que son mari est amoureux de sa fille, meurt accidentellement. Et c'est comme ça que Humbert se retrouve seul face à la vulnérable Lolita et va parvenir à ses fins. Mais peu de temps après, à cause d'un certain Monsieur Kilty, lui aussi 37 ans, lui aussi amoureux de Lolita, elle parvient à s'enfuir des griffes de Monsieur Humbert. Il perd alors sa trace pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle envoie d'elle-même une lettre où elle dit être enceinte et sur le point de se marier. Humbert la retrouve, lui déclare sa flamme une énième fois par désespoir, mais elle refuse. Il arrive néanmoins à retrouver la trace de Monsieur Kilty, cet homme qui a tout manigancé. Il rentre alors chez lui et tue l'homme responsable de la fuite de Lolita. Monsieur Humbert se fait arrêter et meurt quelques jours avant le début de son procès. Lolita, quant à elle, meurt en couche en mettant au monde une fille mort-née. Cette œuvre, bien que censurée et hautement critiquée à sa sortie, est considérée aujourd'hui comme un chef-d'œuvre d'écriture du XXe siècle. Et c'est cette œuvre qui donnera sa définition au mot Lolita. Lolita devient alors une antonomase pour désigner les petites filles qui provoquent une attirance particulière chez certains messieurs. Donc on comprend bien le lien entre Lolita, l'œuvre, et le lolicon, le Lolita complexe. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre en quoi ça a un quelconque lien avec la mode vestimentaire. Est-ce que même ça a un lien? Alors oui, mais surtout non. La mode a été associée au mot Lolita presque par erreur. Le début de la mode Lolita commence en 1970, ou plutôt les prémices de la mode Lolita commencent en 1970. C'est avec la marque Milk, et à cette époque, on peut pas vraiment parler de style vestimentaire, car contrairement à aujourd'hui, ce n'était pas une mode à proprement parler. Cette petite marque vendait des costumes qui étaient dédiés aux idoles pour des performances kawaii sur scène, pas pour un usage quotidien. En 1980, ça s'affirme un peu plus avec la marque Pink House, et ça commence à apparaître sur des articles. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de mode Lolita, mais à cette époque, il n'y a pas de nom pour la désigner. Et la première personne qui va utiliser ce terme et qui va apposer le sceau Lolita sur cette mode, eh bien, c'est un détracteur. Ça se passe dans le Ryu Kotsushin de septembre 1987, Lolita Fashion, Hihan, critique de la mode Lolita. Dans cet article, on critique le fait que certaines femmes dans ce style ne veulent pas grandir et continuent à agir et à s'habiller comme des petites filles. Et avec ce titre et cette appellation, on comprend que l'article sous-entend que ce style et cette démarche attisent, provoquent l'attirance des messieurs pour les Lolitas. Et autant le côté fantasme, c'est absolument pas le but recherché, bien sûr, autant le côté ne pas vouloir grandir, là on est en plein dedans. C'est en vérité le fondement même de la mode Lolita japonaise et du phénomène kawaii, qui consiste à s'infantiliser soi-même. C'est le refus des conséquences du passage à l'âge adulte. On veut fuir les responsabilités, on veut fuir la pression, on veut fuir le conformisme auquel les femmes japonaises doivent se plier. Comme avec le traditionnel exemple du mariage et des enfants avant l'âge de 30 ans, sinon on est périmé. Mais ça y est, le sceau est placé et désigner une chose, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'à partir de 1987, de fil en aiguille, tous les magazines vont appeler cette mode la mode Lolita. Donc pour qu'on soit bien clair, la mode Lolita n'a retenu du personnage de Nabokov que l'innocence et le côté kawaii, le côté mignon. Tout ce qui est fantasme, ce n'est clairement pas dans le cadre de cette mode. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. L'industrie Loli. Depuis le début, vous remarquez bien que le kawaii est toujours rattaché au thème de l'enfance. Kawaii est utilisé lorsqu'on a le visage rouge de honte. Puis le terme évolue pour exprimer de l'empathie et de la pitié envers les choses plus fragiles, comme par exemple les enfants. Puis lorsqu'on rend quelque chose de plus kawaii, on le rend plus enfantin, avec des yeux plus gros et un visage plus rond. Et le mouvement Lolita exprime un refus de l'héritage du passage à l'âge adulte. Tout dans le kawaii ramène directement ou indirectement à l'enfant. Et on aime naturellement ce qui est kawaii, on aime naturellement ce qui est mignon, on aime plus ou moins les enfants, mais il ne faut pas trop aimer les enfants, parce que sinon on devient comme Monsieur Humbert. Vous êtes en 1982 au Japon, et à cette époque, c'est impossible de passer à côté du phénomène lolicon. Des mangas, des magazines, des animés, des livres photos, tout explose. On a le manga Andoro Trio qui cartonne, c'est un manga de science-fiction où l'héroïne a 10 ans, et ça, c'est la couverture la plus soft que j'ai trouvée. Oui, vraiment, la plus soft. Il y a carrément des maisons d'édition qui se montent autour de cette thématique. Lemon People ou encore Manga Boliko sont des magazines dédiés au manga lolicon. Ça devient vraiment une catégorie à part entière, et attention, ce n'est pas caché
caché, ce n'est pas tabou, c'est vraiment vendu comme ça et on met explicitement et bien en avant le mot lolicon, qui reste quand même, je le rappelle, un complexe à la base. Puis c'est la suite logique où il y a des idoles ou plutôt des producteurs qui vont jouer à fond là-dessus. On a par exemple Io Matsumoto ou encore Tsukasa Ito. Et même dans les autres œuvres qui sont pas de base lolicon, eh bien on sent une certaine influence. Par exemple dans ce film Lupin the Third, l'héroïne Clarisse c'est clairement destiné pour plaire au public lolicon. Le phénomène continue de gonfler, il y a des mangakas spécialisés dans ce domaine. On parle même de la levée du tabou de l'amour pour les petites filles. Alors il y a quand même des articles ici et là qui critiquent ce phénomène, mais vraiment faut comprendre que dans les années 80, le phénomène lolicon c'est inarrêtable. Toutefois, heureusement, entre gros guillemets, il va y avoir un drame qui va réveiller l'opinion publique. Une série d'enlèvements et de meurtres de petites filles surviennent à Tokyo et Saitama en 1988. J'en ai déjà parlé, mais il s'agit de la dérangeante histoire de l'otaku tueur. Et dans cette affaire, lorsque le criminel est arrêté, on découvre que sa chambre est un musée de mangas et de contenu lolicon en tout genre. Et en conséquence, on assiste en 1989 au Yugai Comic Kusodo. Cette affaire criminelle est habilement manipulée par des associations pour faire passer les otaku en général pour des dégénérés mentaux aux yeux de la population japonaise. Alors le scandale éclate autour du manga lolicon, l'expansion prend fin et l'industrie va commencer à s'autoréguler. Mais attention, j'ai dit ça s'autorégule, j'ai pas dit que ça allait disparaître. Ça existe toujours, c'est juste beaucoup moins mainstream. Ce qui fait qu'on peut toujours acquérir ce genre de contenu à des conventions spécialisées ou même sans forcer en fait. Même encore aujourd'hui, il suffit d'aller à Akihabara pour trouver très facilement du contenu lolicon. Et vous allez sûrement me demander comment ça peut être légal. Le cadre légal. Tout simplement parce que la loi japonaise n'encadre pas le contenu dessiné. Et en même temps, tous les autres actes qui sont illégaux dans la vraie vie, eh bien c'est pas interdit de les dessiner sur papier. Pourquoi celui-ci uniquement le serait? Ça, c'est l'argument des consommateurs. Et c'est avec ça qu'on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de malsain avec le lolicon, quelque chose de tabou, de pervers, de contre-nature. Toutefois, on reste sur de la fiction, et donc les auteurs aiment bien justifier le fait que ce personnage qui a l'apparence d'une fille de 5 ans, eh bien en vérité, c'est un esprit, voilà, qui vit depuis 300 ans sur cette planète et qui connaît énormément, mais pour les besoins du scénario, ce sera juste une fille toute mignonne. Avec ça, le problème est esquivé. Et un autre argument phare, c'est de dire que ce ne sont que des coups de crayon, ça ne fait de mal à personne. Et si on peut penser dans un premier temps que ce genre de contenu de fiction va amener les gens à faire comme l'otaku tueur et donc de passer à l'acte, eh bien en vérité, ça semble être principalement le contraire. C'est en tout cas ce qui a été observé en République tchèque par le professeur Milton Diamond. Là-bas, ils ont dépénalisé toutes sortes de contenus Scrabble et le gouvernement a observé instantanément une nette diminution des crimes. Ça paraît logique, c'est le phénomène de purgation des passions, la catharsis. Parce que si c'est pas tabou et si c'est pas caché, eh bien c'est moins excitant. C'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo avec les sous-vêtements. Après, je vous rassure, le Japon n'est pas allé aussi loin en dépénalisant toute forme de contenu lolicon. Avec des vraies personnes, ça reste bel et bien illégal, mais vous savez aussi que le Japon, c'est un pays où on aime bien suivre les règles en utilisant le moins possible notre cerveau. Alors quand il y a des failles absolument aberrantes, eh bien ça dégénère. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Au Japon, les jeux d'argent sont totalement interdits, et il y a même des tollés lorsqu'une personnalité publique se retrouve la main dans le sac à avoir joué quelques billets voilà de yens sur une table de poker. Oh mon dieu! L'opinion populaire est totalement scandalisée. En revanche, si vous achetez des billes avec de l'argent, que vous jouez avec ces billes dans une machine pour potentiellement avoir plus de billes, puis qu'ensuite vous prenez ces billes pour les échanger encore une fois contre de l'argent, cette fois-ci, c'est nickel! Là, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait légal et je pense que vous l'aurez reconnu, c'est le système du pachinko au Japon, qui je le rappelle est utilisé par encore aujourd'hui 9 millions de Japonais. Attendez, est-ce que vous sentez cette odeur d'hypocrisie là? Oui, je crois la sentir aussi. Eh bien vous voyez cette faille qu'il y a, eh bien c'est à peu près la même pour l'industrie loli au Japon. Ce qui est illégal depuis 2014 au Japon, c'est de montrer les parties et d'en posséder des images. Mais alors si on prend un gamin ou une gamine, qu'on le met dans un maillot de bain et qu'on prend des photos avec des angles, voilà, c'est nickel, les parties sont couvertes, y a pas de problème. En tout cas, aux yeux de la loi, y a pas de problème. On reste dans le cadre autorisé par la loi japonaise et encore une fois, le Japon se retrouve confronté à un manque de précision possible à l'écrit. Quelqu'un m'a dit intelligemment que au Japon, on respecte la loi, mais on ne respecte pas forcément l'esprit de la loi. C'est pas possible d'exprimer à l'écrit et précisément pourquoi ça ne va pas du tout. Et encore, j'ai cropé. Alors on peut éventuellement préciser un pourcentage de peau, bannir certains angles de vue, non. En fait, t'y arriveras pas. C'est la perception qui est problématique et aussi là où on vend ces images qui est problématique. C'est vraiment à peine caché ou encore une fois ça se passe dans le quartier d'Akihabara et vous pouvez trouver un peu trop facilement du contenu manga lolicon, mais aussi à côté des photos d'idoles qui sont très
très jeunes. Le Japon, il essaye de lutter contre tout ça. Récemment, ils ont relevé l'âge de la majorité scrablesque de 13 à 16 ans. Et oui, je sais, 13 ans. Alors en fait, non, attends, je vous explique. Dans la majorité des préfectures au Japon, ils avaient déjà rajouté quelque chose pour dire que c'était plus âgé que 13 ans. Mais on va dire que sur la loi globale au Japon, ça restait encore 13 ans. Voilà, c'était pas 13 ans partout. Clairement pas. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant de faire une petite précision sur les âges importants au Japon. 16 ans, c'est la majorité scrablesque, mais c'est aussi l'âge à partir duquel les filles peuvent se marier. Pour les hommes, c'est qu'à partir de 18 ans. On va savoir pourquoi. Mais dans les deux cas, si c'est avant 20 ans, il faut l'accord parental. Ensuite, à 18 ans, maintenant, au Japon, on est majeur de manière administrative. Donc on peut voter, demander un passeport, louer un logement, etc. Mais pour tout ce qui est loisirs, eh bien c'est que à partir de 20 ans, hatachi. Ça concerne l'achat et la consommation d'alcool, de tabac, mais aussi le pachinko et les paris sportifs. Mais bizarrement, pour tout ce qui est contenu scrablesque, c'est à partir de 18 ans. C'est ok. C'est pour ça qu'il y a le fameux R18. Alors là, bien sûr, avec le phénomène lolicon, je vous ai parlé d'une industrie très localisée, très extrême, très dark. Mais l'impact du côté obscur du kawaii, on le retrouve dans l'entièreté de la société japonaise. Le culte de l'imperfection. Dans les critères de beauté chez les japonaises, on retrouve systématiquement ce point. Être plus mignonne que jolie. Ça vient aussi avec le comportement un peu plus bébête, un peu plus enfantine. Et il y a aussi le vieux critère des dents mal faites, un peu toutes tordues. Ça rappellerait les dents de lait, et donc encore une fois, l'enfance. Il y a aussi la voix de crécelle extrêmement aiguë que les japonaises prennent lorsqu'elles sont avec leurs petits copains. Tous ces critères, quand on comprend le mouvement kawaii, ils prennent d'un coup beaucoup plus de sens. C'est pas tant que les japonais aiment les filles qui ressemblent à des enfants, c'est qu'ils aiment l'innocence et la vulnérabilité qui s'en dégagent. Ils veulent se sentir protecteurs et surtout, ils veulent que ça soit facile. Car dans les rôles japonais traditionnels, encore une fois, c'est à l'homme d'être le leader fort, d'être vraiment celui qui protège, celui qui ramène le pognon à la maison. Voilà, c'est ça l'homme. Et fatalement, c'est plus facile d'être un leader fort et charismatique en face d'une petite chose toute mignonne, toute fragile et un peu bébête que devant une femme forte et accomplie. Ça mettrait en danger leur masculinité si fragile. Donc on comprend que les japonais veulent des femmes qui soient parfaitement imparfaite. Et cette parfaite imperfection, elle a un nom, ça s'appelle le wabi-sabi. C'est un principe bouddhiste japonais qui dit que l'homme est plus en paix avec soi-même lorsqu'il accepte l'imperfection des éléments autour de lui. Bon, j'avoue que je le déforme pas mal pour l'appliquer au concept des hommes japonais qui préfèrent les filles kawaii que jolies, mais je trouve qu'il y a un fond de vérité là-dedans. C'est rare de voir les japonais qui sont attirés par des femmes qui sont plus sexy, plus séduisantes, et on le voit typiquement avec le cas des étrangères au Japon. Dans beaucoup de cas, le japonais moyen est très intimidé face à l'étrangère. Mais attention, tout ça, ce ne sont que des interprétations générales. C'est pas parce que les japonais ont plus une tendance à préférer les filles kawaii que c'est forcément tous des lolicons. Au contraire, je pense qu'ils sont même très au courant de cette déviance qui existe chez certains. Shigureui est un VTuber japonais qui avait un personnage qui s'appelait Shigureui, de toute évidence, mais de temps en temps il faisait apparaître une version de lui-même qui avait 9 ans, et pour une occasion, il l'a fait chanter. Ce qu'on pourrait croire comme du contenu lolicon au départ est en fait une critique lourde. Tout le long de la musique, la petite fille va insulter les lolicons en disant « rendez-vous au tribunal » et en menaçant d'appuyer sur la gâchette pour faire sonner une alarme. Oui, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais tous les écoliers japonais, ils ont systématiquement cet accessoire sur eux. On appelle ça des bohanbaza et ça fait un bruit d'enfer. Le but bien entendu c'est de les protéger en alertant l'entourage si jamais il y a une agression, un stalker, etc. Et donc Shigureui mentionne cet objet, mais il est aussi détourné sur la miniature pour donner l'aspect d'un objet différent. Bref, c'est vraiment très bien écrit et c'est un carton absolu, 80 millions de vues en quelques mois. Pour vous dire, même Squeezie, sa vidéo la plus vue, ne fait pas 80 millions de vues. C'est venu de nulle part, ça a fait top 1 sur le Spotify Japon et on en parle encore aujourd'hui. Parce que je pense qu'en fait si ça a autant marché, c'est parce que ça parle à beaucoup de gens. Même si on est plus dans le boom des années 80, la culture lolicon, elle s'est un peu immiscée ici et là dans la culture soft power japonais. Je ne vais même pas parler des innombrables plans culottes qu'on voit, mais je pense plutôt à des œuvres comme Made in Abyss, où le contenu loli est un peu trop bizarrement présent. J'ai pas envie de vous le recommander à cause de ça, mais c'est connu. On peut aussi penser à Demon Slayer, ou Nezuko dans sa forme tout enfant. Écoutez, il n'y a aucun plan bizarre, mais on reste quand même aux aguets. Le kawaii aujourd'hui. Retenez bien ça, tout peut être kawaii. Il y a plein de sous-genres et personnellement je vois ça comme un gâteau que tu vas couper en tellement de parts que chaque tranche ça correspond à l'épaisseur d'une feuille A4. Et parallèlement du coup t'as plus de gâteau et tu sais pas où il est passé. Et t'as encore faim. Et tu sais du coup tu comprends pas, tu commandes Uber Eats, bon j'arrête la compte. Mais parmi tous ces sous-genres, il y en a un que je voulais mentionner particulièrement, il s'agit du yami kawaii. C'est plus un style visuel qu'un style vestimentaire, mais le principe est très simple, c'est d'associer des choses très dark, très sombres à l'esthétique kawaii. Par exemple une barrette toute mignonne, toute kawaii, toute rose pimpante, mais qui représente
une seringue. Cet art, il permet de lever les tabous sur les maladies mentales ou encore la dépression au Japon. Et le kawaii devient alors une sorte de mode d'expression pour se faire entendre. Associer une esthétique kawaii à cette thématique sombre, ça permet de faire parler, de choquer. Il y a le manga Menhera-chan dessiné par Bisco Ezaki qui est une sorte de parodie dark de Sailor Moon. Ça aussi, ça ressemble beaucoup à une catharsis pour se purger des idées noires que l'on peut avoir. Typiquement, dans le manga, le personnage principal, eh bien, il doit saigner pour se transformer et avoir des pouvoirs. C'est malsain, mais c'est dessiné de manière mignon. Yami kawaii. Dans la vie courante, pour les japonais, le kawaii c'est devenu une norme, et la norme est devenue le kawaii. Tout ça parce que les japonais préfèrent rester dans un conformisme plutôt que de se donner en spectacle. Alors on n'arrive plus vraiment à saisir le sens du mot kawaii. Il y a des gens qui font carrément des études là-dessus, des professeurs qui recherchent la définition, mais finalement elle a l'air d'être différente pour tout le monde. Ce n'est pas du tout uniforme. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle est intimement liée à la figure de l'enfant. Il y a eu des dérives, il y en a encore, mais espérons que le pire est derrière nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment, waouh, c'était deep, j'ai creusé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner parce que c'est toujours moi qui écris mes vidéos à 100%. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.